Pendant 11 jours, l'Iran ne les a pas touchés. Ils étaient là, au sol, sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, à 100 km au sud-est de Riyad, en plein désert. 13 avions ravitailleurs, KC-135 Stratotanker, stationnés sur le tarmac. La colonne vertébrale de toute la campagne aérienne américaine. Les appareils qui rendent physiquement possible chaque frappe israélienne sur l'Iran. L'imagerie satellite les suivait depuis avant le début de la guerre. Leurs emplacements étaient connus, leur nombre était connu, les pistes où ils étaient parqués étaient connues. Pendant 11 jours d'opération Fureur épique, 11 jours de bombardiers américains frappant 15 000 cibles en Iran. 11 jours de bombes à sous-munitions s'abattant sur les villes israéliennes. 11 jours de drones navals attaquant les pétroliers dans le Golfe. Ces KC-135 étaient stationnés sur la piste saoudienne et l'Iran n'a pas tiré un seul missile sur eux. Le 14e jour, l'Iran a tiré. 5 KC-135 ont été endommagés lors d'une unique frappe de missiles iraniens sur la base aérienne Prince Sultan. Le Wall Street Journal a publié l'information vendredi, citant 2 responsables américains. Les avions ont été touchés alors qu'ils étaient au sol. Ils n'étaient pas en vol, ils ne bougeaient pas, ils étaient au sol en Arabie Saoudite, un pays qui s'est officiellement tenu à l'écart de cette guerre. Et l'Iran a tout de même lancé des missiles sur eux. Aucun personnel américain n'a été tué. Les avions sont endommagés mais réparables. Et le nombre total de ravitailleurs aériens américains hors service dans cette guerre a maintenant atteint 7 en une seule semaine. 5 au sol en Arabie Saoudite, un qui s'est écrasé en Irak avec 6 membres d'équipage tués, un autre avec la queue endommagée dans un incident distinct. 7 KC-135 en 7 jours. Posez maintenant la question que l'Iran voulait que vous posiez. Pourquoi avoir attendu 11 jours? La réponse à cette question est l'élément le plus crucial pour comprendre la manière dont l'Iran mène véritablement cette guerre. Et ce n'est pas la réponse vers laquelle les conférences de presse, les bilans de bombardement et les déclarations officielles vous orientent. L'Iran n'a pas attendu 11 jours parce qu'il ne pouvait pas atteindre ses avions. Il a attendu 11 jours parce que les frapper le premier jour ne faisait pas partie du plan. Le plan était séquentiel, délibéré, phase par phase. D'abord, démontrer que les KC-135 peuvent être touchés en vol. Abattre celui au-dessus de l'Irak. Forcer le débat pour savoir s'il s'agissait d'un tir hostile. Laisser l'incertitude faire son œuvre. Puis, une fois que les Américains ont absorbé cela et commencé à s'adapter, démontrer que les KC-135 peuvent être touchés au sol. 5 d'entre eux, simultanément, dans un pays qui croyait que l'accueil de forces américaines lui offrait un parapluie de sécurité et non une désignation de cible. Chaque phase est une leçon. Chaque leçon a un coût. L'écrasement en Irak coûte 6 membres d'équipage et une cellule d'avion, et soulève des questions sur la sécurité des couloirs de ravitaillement aérien au-dessus de l'ouest de l'Irak. La frappe en Arabie Saoudite coûte 5 cellules et force les Américains à commencer immédiatement l'évacuation des KC-135 restants de la base Prince Sultan, à les disperser, compliquant leur logistique, ajoutant un fardeau de distance et de coordination à chaque mission qui en dépend, c'est-à-dire chaque mission, c'est-à-dire toute la campagne aérienne. Le secrétaire à la Défense s'est tenu au pupitre du Pentagone et a déclaré « La guerre, c'est l'enfer. La guerre, c'est le chaos. » Il l'a dit le jour où l'écrasement en Irak a été confirmé, interrogé sur les 6 membres d'équipage décédés. Il l'a répété, interrogé sur le schéma plus large des pertes. La guerre, c'est l'enfer. La guerre, c'est le chaos. Telle est la réponse que le secrétaire à la Défense des États-Unis donne à la question de savoir pourquoi la force aérienne la plus puissante de l'histoire humaine perd des avions citernes à un rythme d'environ 1 par jour dans la 3e semaine d'une campagne qui devait être terminée en 4 jours. La réponse de l'Iran à la même question est différente. La réponse de l'Iran est « Ceci n'est pas le chaos. Ceci est le calendrier. » Car voici ce que le schéma révèle réellement lorsqu'on l'expose. Jour 1, 3 F-15 abattus par un tir ami des défenses aériennes koweïtiennes. Que ce soit par accident ou parce que les opérations de brouillage et de déception de l'Iran en ont créé les conditions, le résultat est le même. 3 chasseurs éliminés. Jour 13. Un KC-135 Stratotanker abattu au-dessus de l'ouest de l'Irak. Une cellule. 6 membres d'équipage. La perte militaire américaine la plus visible de la guerre. Jour 14. 5 KC-135 touchés simultanément au sol en Arabie Saoudite. Aucune victime. Une perturbation stratégique maximale. Un message maximal. Un message à Riyad que la neutralité n'est pas une protection. L'un après l'autre. Chaque attaque dans un domaine différent. Chaque attaque sur une catégorie d'actifs différente. Chasseurs, ravitailleurs en vol, ravitailleurs au sol. La séquence n'est pas aléatoire, c'est un programme pédagogique.
L'Iran enseigne à la campagne aérienne américaine à quoi ressemblent ses vulnérabilités, dans l'ordre du plus spectaculaire au plus stratégique. Et il le fait selon un calendrier de son choix. 11 jours d'observation. Une nuit pour frapper 5 avions simultanément. Ce n'est pas le chaos, c'est la patience. Et la patience, dans une guerre où l'Amérique consume ses intercepteurs, ses ravitailleurs et son capital politique à un rythme que personne n'avait prévu, pourrait être l'arme la plus dangereuse de l'Iran. Voici le calcul que personne, en conférence de presse, n'osera formuler à voix haute. L'armée de l'air des États-Unis opère environ 376 KC-135 Stratotankers. Elle opère également une centaine de KC-46 Pegasus, le modèle plus récent basé sur le Boeing 767, destiné à remplacer à terme le KC-135. La flotte totale de ravitaillement aérien dépasse les 470 appareils. D'un point de vue brut, en perdre 7 en une semaine représente à peine un pourcentage, moins de 2%. L'Amérique n'est pas à court d'avions-citernes. Mais le calcul qui importe n'est pas la taille de la flotte, c'est son positionnement. Un KC-135 stationné sur une base au Nebraska ne ravitaille pas un F-35 au-dessus de l'Iran. Un KC-135 sur une base en Allemagne n'étant pas à la portée d'un dispositif de frappe israélien au-dessus de Téhéran. Les avions qui comptent sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, avec la bonne charge de carburant, dans un espace aérien actuellement assez sûr pour opérer. Et ce que l'Iran a fait au cours des dernières 72 heures, c'est attaquer systématiquement à la fois la sécurité de l'espace aérien et les bases au sol de ses appareils prépositionnés. Les 5 de Prince Sultan n'étaient pas des membres aléatoires de la flotte de 376 appareils. Ils constituaient l'épine dorsale avancée de l'opération Fureur épique. C'étaient ceux qui étaient déjà là, déjà préparés, déjà intégrés dans la planification des missions pour les frappes en cours. La réponse de l'armée américaine à leur perte révèle exactement à quel point ils étaient critiques. Quelques heures après l'article du Wall Street Journal, des sources de renseignement indépendantes ont confirmé que les États-Unis avaient commencé à évacuer les KC-135 de la base Prince Sultan, les déplaçant, les dispersant vers d'autres sites. Ce qui signifie non seulement que 5 sont endommagés et en réparation, mais que les ravitailleurs restants de la base ont maintenant été relocalisés, ajoutant de la complexité, de la distance, un fardeau de coordination à chaque mission aérienne qui en dépend. Pensez à ce que la dispersion coûte sur le plan opérationnel. Avant la frappe saoudienne, un F-35 en mission vers l'Iran pouvait suivre une route connue vers un point de rendez-vous de ravitaillement connu, prendre du carburant d'un KC-135 dans une position qui avait été utilisée des dizaines de fois au cours des 2 semaines précédentes et continuer vers la cible. L'équipage connaissait la position du ravitailleur. Le ravitailleur connaissait l'heure d'arrivée du chasseur. Le système fonctionnait parce qu'il avait fonctionné de manière répétée et les variables étaient stables. Après la frappe saoudienne, ces KC-135 sont sur des bases différentes, peut-être dans des pays différents. Les coordonnées du point de rendez-vous ont changé. Les canaux de communication doivent être rétablis. Le cycle de planification des missions s'allonge. Rien de tout cela n'est insurmontable. Tout cela coûte du temps, de l'attention, du carburant et de l'exposition. L'Iran n'a pas besoin de détruire la flotte de ravitailleurs américaine. Il a besoin de rendre l'exploitation de cette flotte suffisamment coûteuse, suffisamment incertaine et suffisamment dangereuse pour que le tempo de la campagne aérienne ralentisse. Un tempo plus lent signifie moins de frappes par jour. Moins de frappes par jour signifie que l'infrastructure militaire restante de l'Iran, ses dépôts de missiles, ses réseaux de coordination de proxy, ses batteries de missiles anti-navires côtiers, a plus de temps pour s'adapter, se relocaliser et survivre. Et plus ces actifs survivent, plus le détroit d'Ormuz reste fermé. Le détroit est le levier économique qui fait fonctionner tout le reste pour l'Iran. Chaque jour où il reste fermé, les prix du pétrole restent élevés. Chaque jour où les prix du pétrole restent élevés, les alliés de l'Amérique en Europe ressentent la pression. Chaque jour où les gouvernements européens ressentent la pression, la tolérance politique pour cette guerre s'érode davantage. Les courses de Formule 1 à Bahreïn et en Arabie Saoudite ont été annulées. Le Grand Prix n'est pas un atout stratégique, mais c'est un signe visible et concret de ce que cette guerre coûte aux États du Golfe qui étaient censés bénéficier de la protection américaine. Événements annulés, banques évacuant leur personnel, coûts de transport des pétroliers triplés, assurances retirées, un soldat français tué en Irak. L'Iran ne cherche pas à remporter un affrontement militaire. Il cherche à rendre le coût de la poursuite de la guerre supérieur à celui de sa cessation. Et il applique ce calcul à chaque pays que ce conflit touche actuellement. Pas seulement l'Amérique.
L'Arabie saoudite ne voulait pas de cette guerre. L'Arabie saoudite a vu 5 ravitailleurs américains être touchés sur son territoire par des missiles iraniens le 14e jour. L'Arabie saoudite est de maintenant une cible dans une guerre à laquelle elle n'a jamais participé. À un moment donné, les Saoudiens se poseront la question que les États du Golfe se posent depuis le premier jour. L'accueil de forces américaines nous rend-il plus sûrs ou fait-il de nous une cible? La réponse que la base aérienne Prince Sultan fournit actuellement n'est pas la réponse que Washington souhaite que ses gouvernements atteignent. L'Iran le comprend. Il a calibré ses attaques pour signaler ce point précis sans franchir le seuil qui forcerait l'Arabie saoudite à participer activement. Aucun personnel saoudien tué, aucune infrastructure saoudienne touchée dans cette frappe particulière. Juste 5 avions américains sur le sol saoudien endommagés, en cours de réparation pendant que leurs collègues sont relocalisés ailleurs. Le message est reçu sans la conséquence qui forcerait une réponse. C'est la partie la plus sophistiquée de l'attaque. Non pas les missiles, mais le calibrage. Faites le total, non pas comme on le ferait en conférence de presse, mais comme le ferait un comptable de guerre. Jour 1. 3 F-15E Strike Eagles abattus au-dessus du Koweït. Les 6 membres d'équipage se sont éjectés en toute sécurité. Cause. Tir ami des défenses aériennes koweïtiennes. Coup. 3 chasseurs avancés. L'embarras opérationnel d'être abattu par un allié est le premier signe que la coordination de la défense aérienne entre les États du Golfe n'était pas aussi fluide que le plan de campagne l'exigeait. Jour 13. Un KC-135 Stratotanker abattu au-dessus de l'ouest de l'Irak. Les 6 membres d'équipage tués. Cause. Officiellement sous enquête, pas un tir hostile. Pas un tir ami, selon le CENTCOM. Pendant ce temps, le réseau de proxys de l'Iran en Irak revendique l'attaque, et la résistance islamique en Irak a publié une déclaration s'en attribuant le mérite. Coup. Civis américaines, une cellule, et les premiers décès américains confirmés attribués à un seul incident dans cette guerre. Jour 14. 5 KC-135 Stratotanker endommagés simultanément au sol sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite. Aucun décès américain. Cause. Attaque de missiles balistiques iraniens, confirmée par 2 responsables américains au Wall Street Journal. Coup. 5 cellules en réparation, la relocalisation du reste de la flotte de ravitailleurs de son principal lieu de stationnement saoudien, et la démonstration à chaque gouvernement du Golfe observateur que leur territoire n'est pas protégé par l'accueil de forces américaines, il est ciblé à cause de cela. 7 ravitailleurs en 7 jours, c'est le titre. Mais la véritable histoire est ce qu'il en coûte de remplacer ce que ces 7 appareils faisaient. Un KC-135 Stratotanker est entré en service militaire à la fin des années 50. Le dernier a été livré en 1965. Il vole depuis 60 ans dans chaque opération militaire américaine majeure de l'ère moderne. Vietnam, guerre du Golfe, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie. Et pendant tout ce temps, dans tous ces conflits, l'armée de l'air des États-Unis n'a jamais perdu 7 avions de ravitaillement en vol en une seule semaine. Pas une seule fois. Le ravitailleur a toujours été l'infrastructure de l'ombre de la puissance aérienne américaine. Essentielle, invisible et vulnérable, parce que personne ne pouvait l'atteindre. Personne n'a essayé. L'Iran a essayé. L'Iran a réussi. Pas complètement. Les avions sont en réparation, la flotte est dispersée, les opérations continuent, mais la catégorie de l'invulnérabilité a disparu. Le ravitailleur peut être touché en vol au-dessus de l'Irak. Le ravitailleur peut être touché au sol en Arabie saoudite. Le ravitailleur, ce qui rend possible toute la campagne aérienne, l'infrastructure qui permet à un F-35 israélien d'atteindre Téhéran depuis Tel Aviv, est maintenant une cible d'une manière qu'il ne l'a jamais été auparavant. Chaque futur planificateur de campagne aérienne et chaque armée sur Terre observe cela. Chaque adversaire des États-Unis qui a développé des capacités de missiles et de drones à longue portée observe cela. La leçon qui est en train d'être assimilée est spécifique et transférable. Si vous voulez enrayer la machine aérienne américaine, n'essayez pas d'abattre les chasseurs. Abattez les stations-service. Les chasseurs sont rapides, manœuvrables, furtifs, coûteux à atteindre. Les ravitailleurs sont lents, grands, prévisibles, parqués sur des bases connues. Et les États-Unis n'ont jamais priorisé leur survie parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. L'Iran a dû réfléchir à ce problème du point de vue de l'adversaire pendant 40 ans. Il a eu 40 ans pour calculer ce qu'il faudrait pour empêcher l'Amérique de faire à l'Iran ce que l'Amérique a fait à l'Irak en 2003 et à la Libye en 2011. La réponse à laquelle il est parvenu n'était pas une marine, pas une force aérienne, pas une arme nucléaire qu'il n'a jamais construite. La réponse était asymétrique. Des mines dans le détroit,
des drones navals contre les pétroliers, des réseaux de proxy dans 4 pays, des missiles balistiques avec des munitions à fragmentation qui déjouent l'interception en libérant leurs charges utiles avant l'arrivée de l'intercepteur, et une compréhension très précise des nœuds du réseau logistique américain qui, s'ils étaient endommagés, ralentiraient suffisamment la machine pour que cela compte. Les ravitailleurs sont ces nœuds. L'Iran vient de prouver qu'il le sait. Trump a annoncé cette semaine que les forces américaines ont frappé l'île de Karg, le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran, l'installation qui traite et expédie la majorité des revenus pétroliers de l'Iran. C'était la frappe dont l'Iran avait spécifiquement averti qu'elle déclencherait des attaques sur toutes les raffineries et installations énergétiques de la région. L'Iran a tenu parole. Il a annoncé que les entreprises coopérant avec les opérations énergétiques de l'Amérique seraient désormais des cibles. L'escalade économique se déplace dans une seule direction. Le secrétaire à la Défense a dit « La guerre, c'est l'enfer. La guerre, c'est le chaos. » Il n'a pas tort, mais le chaos n'est pas symétrique. Une partie est entrée dans ce conflit avec un plan qui supposait que l'autre s'effondrerait. L'autre partie est entrée avec un plan qui supposait qu'elle ne s'effondrerait pas et a construit sa stratégie autour de la capacité à durer plus longtemps et non à surpasser au combat l'armée la plus puissante de l'histoire humaine. 5 avions au sol en Arabie Saoudite, 7 ravitailleurs en 7 jours, 11 jours de patience avant la frappe. Le calendrier n'est pas terminé. L'Iran n'a pas dit ce qui vient ensuite dans la séquence. Il le fait rarement. Il continue simplement de suivre le plan.